Vous allez passer l'examen du code de la route. Vous allez être testé sur une série de 40 questions. Pour valider votre code de la route, il faut faire un résultat minimum de 35 sur 40. Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses, mais il y a toujours au moins une réponse fausse. Pour répondre aux questions, n'oubliez pas que dans la majorité des cas, vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme, d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du ou des véhicules que vous voulez dépasser. Sauf indication contraire, vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie B, mais en dehors de la période probatoire. Sauf indication contraire, vous circulez proche de la vitesse maximale autorisée. Après la lecture des propositions, vous avez 20 secondes pour répondre. Donc, prenez votre temps. Vous êtes prêts? Nous commençons. Question 1. Aux premières petites pluies d'automne, la chaussée risque d'être très glissante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour une meilleure adhérence, je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 2. Les feux de position doivent être visibles à une distance de 50 mètres, réponse A, 100 mètres, réponse B, 150 mètres, réponse C. Question 3. Je peux continuer dans cette rue si je conduis une camionnette de 2,50 m de haut, réponse A. Une camionnette de 2,70 m de haut, réponse B. Un cyclomoteur, réponse C. Question 4. Je passe, réponse A. Je cède le passage, réponse B. Question 5. Le cric d'une voiture sert à lever le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je commence à dévisser légèrement les écrous avant de lever le véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 6. Un excès de vitesse de moins de 20 km/h entraîne une perte de 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C.
Question 7. Les motards sont autorisés à remonter les fils de véhicule en cas de circulation fluide, réponse A. Ralenti, réponse B. Je leur facilite le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 8. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 9. La circulation va se poursuivre uniquement sur la voie de droite, réponse A, la voie centrale, réponse B, la voie de gauche, réponse C. Question 10. En cas de panne, je place le triangle de présignalisation uniquement sur route, réponse A, uniquement sur autoroute, réponse B, sur route et autoroute, réponse C. Question 11. Une voiture hybride est entièrement électrique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elle utilise un moteur diesel ou essence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 12. J'ai la priorité de passage à cette intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 13. Le danger principal se situe en zone A, réponse A, zone B, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 14. Ce feu est en panne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question 15. Sur ce réseau, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h par temps sec, réponse A. 110 km/h par temps sec, réponse B. 100 km/h par temps de pluie, réponse C. Question 16. Sur un long trajet, je fais une pause toutes les heures, réponse A, 2 heures, réponse B, 3 heures, réponse C. Question 17. L'espace est suffisant pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 18. Dans cette circulation ralentie, je change de voie. Réponse A. J'allume les feux de détresse. Réponse B. Je reste dans ma voie. Réponse C. Question 19. Sur cette voie, la vitesse minimale est de 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Question 20. Sans ceinture, je risque la mort dès 20 km/h. Réponse A. 50 km/h. Réponse B. 80 km/h. Réponse C. Question 21. Pour parcourir 3 km en ville, le plus rapide est le vélo, réponse A, la voiture, réponse B, la marche, réponse C. Question 22. Dans cette situation, j'accélère, réponse A, je ralentis, réponse B, je garde la même allure, réponse C.
Question 23. Dans cette situation, j'utilise les feux de brouillard. Avant, réponse A. Arrière, réponse B. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, je roule au maximum à 50 km/h, réponse C. 70 km/h, réponse D. Question 24. Le véhicule devant moi circule lentement. Sur cette chaussée à deux voies de circulation dans mon sens, je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 25. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je conserve mon allure. Réponse B. Je place le pied au-dessus du frein. Réponse C. Question 26. Je m'engage? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je signale à gauche maintenant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 27. Cette conductrice est autorisée à placer son enfant dans cette position. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est obligatoire d'activer l'airbag passager avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 28. Pour limiter l'éblouissement à la sortie, je peux baisser le pare-soleil, réponse A, mettre mes lunettes de soleil, réponse B, ralentir, réponse C. Question 29. Le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant vient de s'allumer. Il me reste une autonomie de 10 km environ, réponse A, 50 km environ, réponse B, 100 km environ, réponse C. Question 30. Ce panneau annonce une entrée dans une agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 31. Ce système d'appel d'urgence eCall permet d'appeler automatiquement les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 32. Un véhicule mal entretenu entraîne une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 33. Le dépistage de stupéfiants peut être pratiqué lors d'un contrôle routier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est obligatoire en cas d'accident corporel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 34. La vitesse va être limitée à 80 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 130 km/h, réponse C. Question 35. J'ai perdu ma carte grise. J'effectue la déclaration de perte à la gendarmerie, réponse A, à la préfecture, réponse B, sur le site internet ANTS, réponse C. Question 36. Mon levier est sur la position P. Je peux quitter mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois serrer le frein à main. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 37. Je circule à 110 km/h. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 38. Pour anticiper la trajectoire d'un cycliste, j'observe la direction de son regard. Oui, réponse A. Non,
réponse B. Sa position sur la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 39. Une bonne position de conduite permet de manipuler facilement les commandes, réponse A, d'accéder facilement au bac de rangement, réponse B, d'avoir une bonne visibilité, réponse C. Question 40. L'un de mes yeux a une vision inférieure à 1/10. Pour conduire, l'autre œil doit avoir au minimum 5/10, réponse A, 8/10, réponse B, 10/10, réponse C. Alors aux premières petites pluies d'automne, donc là on parle bien vraiment des petites pluies, pas les grosses pluies. Alors là, est-ce que la chaussée risque d'être très glissante? Donc oui. Pourquoi? Parce que quand il fait beau, on a pas mal de choses qui se déposent sur la route, donc pas mal de poussière, des bouts de gomme, enfin voilà, les hydrocarbures, etc. Donc il y a pas mal de petites choses qui se déposent sur la route. Entre guillemets, la route est sale. Et transformer ça avec des petites pluies, donc vraiment un tout petit peu d'eau, ça devient vraiment très glissant. Par contre, inversement, quand il y a beaucoup de pluie, donc là, inversement, ça va laver la route, et là, donc, la route devient moins glissante que vraiment quand la route est entre guillemets sale, et que on commence à avoir un petit peu de pluie. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aux premières petites pluies d'automne, puisque la route est sale, elle n'a pas été encore lavée par les fortes pluies. Donc oui, réponse A, c'est très glissant. Pour une meilleure adhérence, du coup, je ralentis. Oui. Donc bonne réponse A et C. Alors les feux de position, donc qu'est-ce que c'est? C'est les tout petits feux qui n'éclairent pas grand-chose. Donc pas confondre ça avec les feux de croisement. Alors donc qui doivent être visibles, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine distance doit pouvoir voir ces petits feux. Et donc bon, ça c'est réglementaire, il faut le savoir par cœur. Donc ils doivent être visibles à 150 mètres. Donc bonne réponse C. Alors ici nous avons donc deux panneaux qui vont interdire l'accès à cette rue. Alors le premier panneau donc annonce accès interdit à tous les véhicules dont la hauteur, vous voyez on a les petites flèches en haut et en bas, donc ça signifie la hauteur. S'ils auraient été sur le côté, ça aurait été la largeur. Donc là, accès à tous les véhicules dont la hauteur est supérieure à 2,70 m. Donc il faut toujours savoir que tout ce qui est inscrit sur les panneaux d'interdiction, c'est toujours au supérieur. Par exemple, vous avez une limitation à 50 km/h, on a le droit de rouler à 50. On n'a pas le droit de rouler à plus de 50. Donc là, c'est pareil. 2,70 m, pas de souci. Au-dessus, ça ne passe pas. Donc du coup, est-ce que je peux continuer si ma camionnette fait 2,50 m de haut? Donc oui, on est en dessous des 2,70 m. Et si je fais pile poil 2,70 m, ça passe aussi. Il ne faut pas que ça soit au supérieur. Par contre, donc ce panneau interdit l'accès à cette rue aux cyclistes et aux
cyclomoteurs, hein, tout ce qui est scooter, etc. Donc les cyclomoteurs, si j'en conduis un, je ne peux pas accéder à ces trucs. Donc bonne réponse A et B. Alors ici nous arrivons à une intersection. Donc là on nous demande la règle de priorité, est-ce que je passe ou est-ce que je cède le passage à ce véhicule? Alors quand on arrive à une intersection, comment savoir si on est prioritaire ou pas? On va regarder par rapport à la signalisation, c'est-à-dire tout ce qui est panneaux et marquage au sol. Alors ici, est-ce qu'on a des panneaux? Donc moi je n'ai pas de panneau, ainsi que ceux qui arrivent, les autres usagers qui arrivent n'ont pas de panneau non plus. Est-ce qu'il y a des marquages au sol? Alors oui, on a des passages pour piétons, mais c'est pas ça qui va gérer la règle de priorité. C'est soit un marquage de stop, ou soit un marquage de céder le passage. Donc là, il n'y a rien du tout. Donc quand il n'y a rien du tout, on applique tout simplement la règle de la priorité à droite. Donc chacun va céder le passage à sa droite. Donc ce véhicule arrive bien de ma droite, donc je dois lui céder le passage. Bonne réponse B. Alors le cric d'un véhicule, donc ça ressemble à ceci. Donc oui, ça sert à lever le véhicule. Pourquoi le lever? Pour que la roue qu'on a à changer ne puisse pas toucher au sol, qu'on puisse dégager la roue aussi, hein, forcément, sans que le véhicule tombe. Donc oui, ça sert à lever le véhicule. Hein. En tournant, petit à petit, le cric va soulever le véhicule. Alors sinon, est-ce que je commence à légèrement desserrer les écrous de la roue, hein, forcément, avant de lever le véhicule? Donc oui. Pourquoi? Parce que forcément, les écrous hein, qui tiennent la roue à la voiture sont forcément normalement très bien serrés. S'ils sont mal serrés, forcément la roue risque de s'en aller. Donc c'est pour ça qu'ils sont quand même assez bien serrés. Donc le problème, une fois, si on soulève le véhicule et après on desserre les écrous. Le problème, donc il faut vraiment forcer assez fort pour ce qu'on appelle débloquer les écrous. Et donc si j'appuie très fort pour desserrer ces écrous, vous voyez donc juste ce clic là, c'est ça uniquement qui maintient le véhicule. Donc c'est pas non plus hyper sûr. Donc faut mieux que quand le véhicule est au sol, avant de lever ce véhicule, c'est là on va légèrement desserrer les écrous pour que une fois que le véhicule soit levé, forcément ce sera beaucoup plus facile à dévisser ces écrous. Donc oui, on le fait, on dévisse légèrement les écrous avant de lever le véhicule. Donc bonne réponse A et C. Alors donc un excès de vitesse de moins de 20 km/h, c'est-à-dire donc compris entre 1 et 19 au-dessus de la limitation de vitesse. Donc ça entraîne la perte que 1 point, ce qu'on appelle les petits excès de vitesse. 2 points, c'est compris entre 20 et 29 km/h. 3 points, c'est compris entre 30 et 39 km/h, au-dessus de la limitation. Donc à moins de 20 km/h, c'est 1 point. Et ce qu'il faut savoir, c'est si on perd justement que 1 point, si on commet aucune autre infraction, on le récupère au bout de 6 mois. Donc bonne réponse A. Alors les motards donc, sont autorisés, donc, par exemple comme celui-ci hein, qui vient derrière nous, donc à remonter donc, les fils de véhicules. Donc c'est-à-dire ils passent entre les véhicules. Donc oui c'est autorisé, donc par contre quand la circulation est ralentie, une circulation fluide, c'est-à-dire que les véhicules roulent à une allure normale, par exemple sur autoroute à 130. Donc là c'est pas très sécurisant pour les motards de passer entre deux véhicules qui roulent forcément très rapidement. Par contre quand la circulation est ralentie, oui. Et forcément si c'est le cas, si j'ai un motard qui remonte les fils, bien sûr, je vais lui faciliter le passage. Donc bonne réponse, B et C.
Alors si nous sommes sur une autoroute et nous circulons à 130 km/h. Donc pour savoir si on a une bonne distance de sécurité, donc sur autoroute c'est assez facile, surtout si on roule à la vitesse maximale autorisée, il faut laisser 2 grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Ici malheureusement on n'en a qu'un, donc là on est beaucoup trop proche. Il faudrait laisser du coup 2 grands traits. Donc j'ai une bonne distance de sécurité? Non. Bonne réponse B. Alors ici donc nous avons un panneau qui nous stipule qu'à 200 mètres, donc on va passer de 2 voies de circulation à qu'une voie. Donc pour nous. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette voie centrale va disparaître pour former qu'une voie de circulation. Et on voit bien donc, que c'est la voie de droite qui va rester. Donc la circulation va se poursuivre uniquement donc, dans notre sens de circulation sur la voie de droite. Bonne réponse A. Alors ce qu'il faut savoir par rapport au triangle de présignalisation, donc on va le mettre uniquement sur les routes, pas sur le réseau autoroutier. Pourquoi? Parce que donc généralement si on est en panne, on va être arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Il ne faut jamais en tant que piéton marcher sur une bande d'arrêt d'urgence. C'est beaucoup trop dangereux. Les véhicules qui passent à côté sur autoroute passent à une allure très importante, donc c'est très dangereux. Donc en plus le fait de mettre le triangle sur autoroute, ça va pas servir à grand chose parce que le temps que les véhicules voient le triangle, ils seront déjà sur le véhicule. Donc ça va servir à rien. Et aussi avec la vitesse que passent les véhicules, notamment les camions, le triangle risque fortement de tomber avec le vent, avec l'air qui le déplace. Donc pas de triangle sur autoroute. Donc ça va être uniquement sur route. Bonne réponse A. Alors une voiture hybride, donc non, ce n'est pas un véhicule entièrement électrique. On appelle ça tout simplement un véhicule électrique, hein, quand il est entièrement électrique. Donc non. Donc comment ça se passe en fait? Donc il y a 2 moteurs, donc ce qu'on appelle un moteur thermique, donc soit diesel ou essence, et un moteur électrique. Hein. Généralement le moteur électrique s'utilise pour les petites allures et pour les grandes allures, donc c'est plus le moteur thermique, soit diesel ou essence, qui va prendre le relais. Donc oui, elle utilise soit un moteur diesel, soit un moteur essence. Donc bonne réponse, B et C. Alors à cette intersection, est-ce que j'ai la priorité de passage? Donc pour vérifier si on a la priorité, il faut toujours regarder la signalisation. Soit les marquages au sol, soit les panneaux. Donc ici, nous, on n'a rien du tout. Par contre, ceux qui arrivent de droite, on voit bien qu'ils ont un marquage au sol, hein, ce qu'on aperçoit des carrés, donc c'est un céder le passage. Et de dos, on voit bien sûr ce panneau céder le passage. Donc bien sûr, à cette intersection, j'ai la priorité. Donc bonne réponse A. Alors sinon, est-ce que je vais dépasser ce camion? Donc j'ai l'autorisation de dépasser, les pointillés me l'autorisent. J'ai l'autorisation aussi parce que je suis prioritaire à l'intersection. Je vous rappelle, hein, si on n'est pas prioritaire à l'intersection, le dépassement est interdit. Mais par contre, donc on aperçoit un véhicule arriver en face de nous. Donc bien sûr, on ne dépasse pas. Donc bonne réponse A et D. Alors, la question nous demande le danger principal se situe dans quelle zone? Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, si je choisis la zone A, ça ne veut pas dire que dans la zone B, il n'y a pas de danger. Mais on nous demande le principal danger se situe où? Donc, dans la zone A, nous avons des piétons qui sont prêts à traverser en face d'un passage pour piétons. Et dans la zone B, un véhicule qui nous suit derrière. Donc le danger principal, forcément, ça va être dans la zone A, parce que si ces piétons se mettent à traverser, et déjà ils ont le droit puisqu'ils sont prioritaires, si je ne m'arrête pas, ça va forcément créer un très fort danger.
Par rapport à la zone B derrière, donc c'est surtout le véhicule qui est derrière hein, qui doit gérer sa distance de sécurité et être maître de son véhicule. Donc le danger principal se situe dans la zone A. Donc je m'arrête, donc la réponse est oui, puisque ces piétons sont prioritaires, le véhicule est quand même assez loin, enfin assez loin à une certaine distance, donc voilà, si l'on s'arrête, c'est que on roule pas très rapidement, c'est-à-dire si on arrive à 50, là la distance de freinage serait pas suffisante, je pourrais pas m'arrêter. Donc là on peut estimer qu'on roule à une allure assez lente, donc le véhicule derrière aura le temps de freiner. Donc je m'arrête pour laisser passer ces piétons, ils sont prioritaires. Donc bonne réponse A et C. Alors ce feu c'est un feu tricolore temporaire. Temporaire ça veut dire qu'il n'est pas là tout le long de l'année. Il est juste là pour une certaine durée. Donc pour cette durée, hein, ce sera pour ces travaux. Donc ça a un feu tricolore donc, qui fonctionne bien sûr comme un feu tricolore permanent, un feu normal. Donc là il se trouve à l'orange fixe au milieu. Donc l'orange fixe au milieu, ça veut dire donc on doit s'arrêter parce que juste après il va passer au rouge. Donc déjà est-ce que ce feu est en panne? Non, il fonctionne correctement. Il serait en panne, il n'y aurait aucune couleur d'affiché. Le feu par exemple n'aurait pas de batterie, donc il n'y aurait aucune couleur. Donc non, ce feu n'est pas en panne. Et est-ce que je passe? La réponse c'est non non plus, parce que à l'orange, il faut s'arrêter, ça prévient du rouge. Donc bonne réponse, B et D. Alors ici, donc, on est sur une chaussée séparée par un terre-plein central. Alors toujours la difficulté dans surtout sur des photos, c'est de savoir si on est sur une voie rapide, une route à accès réglementé, ou sur une autoroute. Pourquoi? Parce que forcément, la vitesse maximale n'est pas la même sur les deux. Donc en regardant juste la photo ici, on ne peut jamais savoir. Ça va être par rapport à des panneaux qu'on va savoir ça. Donc là on a ce panneau qui nous annonce donc une sortie hein, donc avec des voies affectées. C'est-à-dire donc si on reste longtemps sur cette voie, c'est-à-dire la voie de droite, on se dirigera vers Paris. Donc pour savoir si on est sur une autoroute ou sur une route à accès réglementé, donc c'est la couleur du panneau tout entier qui va nous dire ça. Si on serait sur autoroute, le panneau serait entièrement à fond bleu. Là, comme c'est un panneau à fond blanc, on est sur une route, c'est-à-dire donc une route à accès réglementé. Et du coup, sur une route à accès réglementé, une voie rapide, la vitesse par temps sec maximale autorisée, c'est 110 km/h. Donc 110 km/h par temps sec. Par contre, quand il pleut, c'est rabaissé à 100 km/h. Donc bonne réponse, B et C. Donc sur un long trajet, donc il faut faire une pause. Alors tout dépend forcément le conducteur qu'on est. Donc si on est un jeune conducteur, un conducteur débutant, donc forcément on fatigue plus vite et il faut faire une pause toutes les heures. Par contre, donc voilà, je vous rappelle, hein, quand on répond aux questions, on est conducteur confirmé, on n'est pas jeune conducteur. Donc les conducteurs confirmés, c'est une pause toutes les 2 heures. Donc bonne réponse, B. Alors ici, nous nous trouvons hors agglomération. Donc ça, c'est important à savoir, puisque en ville, en agglomération, la règle n'est pas la même en laissant l'espace latéral de sécurité. Donc je vous rappelle, en ville, on laisse au minimum 1 mètre entre nous et le cycliste. Par contre, comme on est hors agglomération, il faut laisser au minimum 1,50 m. Donc si on reporte 1,50 m, ça va être à peu près ici. Est-ce que j'ai la place de passer mon véhicule? Non, ça va être forcément trop serré. Donc l'espace est suffisant pour dépasser? Non. Bonne réponse, B.
Alors, dans une circulation ralentie en cas d'embouteillage, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc surtout, il faut rester dans sa voie. Ça sert à rien de changer de voie. Un coup, ça va être la voie de gauche qui va aller plus vite, un coup, ce sera la voie de droite, et un coup, ce sera notre voie. Donc on ne change pas de voie. Alors forcément, on change de voie si jamais il faut prendre une sortie, forcément. Là, on sera obligé. Mais si on continue tout droit, on ne change pas de voie. Même si on a l'impression que c'est les autres qui roulent plus vite, ça sert pas à grand chose. Donc je reste déjà dans ma voie. Est-ce que j'allume les feux de détresse? Donc les feux de détresse, on les allume quand on est le dernier de l'embouteillage pour prévenir les usagers qui arrivent derrière nous très rapidement. Est-ce que là on est les derniers de l'embouteillage? Donc non, on aperçoit plein de véhicules derrière nous. On n'est pas les derniers, c'est-à-dire le véhicule qui arrive derrière n'arrive pas très rapidement. Je n'ai pas besoin de le prévenir du fort ralentissement. Donc là, il n'y avait qu'une bonne réponse, c'était je reste dans ma voie. Dans ces cas-là, il faut patienter. Bonne réponse, C. Alors, ce qu'il faut savoir, donc quand on circule sur la voie la plus à gauche, sur autoroute ou voie rapide, la vitesse minimale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rouler en dessous de ça. Donc la vitesse minimale, c'est 80 km/h. En dessous, on considère que c'est trop dangereux. Forcément, les véhicules, généralement sur la voie de gauche, roulent à l'allure maximale autorisée. Donc là, par exemple, comme on est sur autoroute, c'est 130 km/h. Et si nous, on circule à 80, vous voyez, ça fait quand même un gros écart d'allure. Donc, voie de gauche, la vitesse minimale obligatoire est de 80 km/h, forcément en cas de circulation normale. S'il y a des bouchons, forcément on ne peut pas faire autrement. Donc bonne réponse A. Donc la ceinture de sécurité protège dès qu'on roule, même à une très très forte allure. Si la voiture s'arrête net, donc la voiture elle s'arrête net, mais nous notre corps lui continue à avancer jusqu'à qu'il rencontre quelque chose qui le stoppe. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de bien voir sa ceinture, parce que la ceinture va nous arrêter en même temps que le véhicule. Alors voilà, on risque même des blessures très graves, même une très forte, très faible allure. Donc voilà, si on se cogne soit contre le volant ou sur le tableau de bord, déjà on peut se faire très mal à la tête, au nez, aux dents. Donc même à une très faible allure. Donc on peut mourir dès 20 km/h sans ceinture. Forcément, tout dépend comment on tape ou quelque chose comme ça, mais forcément, on peut se faire très 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 mal, même à une très faible allure. Donc on risque la mort dès 20 km/h si on n'est pas attaché. Donc bonne réponse A. Donc pour parcourir 3 km en ville, le plus rapide, donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être forcément le vélo. Donc pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc la voiture, faut déjà sortir du parking. Ensuite, donc la voiture, dans les embouteillages, on peut pas trop se faufiler. Un vélo, lui, peut se faufiler dans les embouteillages. Maintenant, on a de plus en plus des bandes cyclables qui sont forcément vides. Donc un vélo va être beaucoup plus rapide sur une petite distance en ville. Et le vélo, forcément aussi, se gare beaucoup plus facilement. Une voiture, dans les grandes agglomérations, des fois on peut tourner 10 minutes et ne pas trouver de place. Donc forcément, ça va être beaucoup plus rapide et forcément la marche à pied sur 3 km est forcément moins rapide que le vélo. Donc bonne réponse A. Alors ici nous sommes sur le point de s'insérer soit sur une autoroute ou une voie rapide. Donc nous nous trouvons dans une voie d'insertion ou d'accélération. Donc le but de cette voie, c'est d'acquérir au moins la même allure que les autres pour pouvoir se faufiler entre les véhicules. Alors dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Donc là on a une moto devant nous. Donc il faut toujours forcément regarder surtout ce qui se passe derrière nous, surtout s'il n'y a pas un véhicule qui arrive beaucoup plus vite et au moment où on s'engagerait, qu'on serait sur le point de le gêner.
Donc là, on a des véhicules qui sont derrière nous, mais où se trouvent ces véhicules? Est-ce qu'ils se trouvent dans, on va dire, la voie la plus à droite ou dans la voie la plus à gauche? Donc on voit bien qu'ils sont proches de la barrière de sécurité, donc ces deux véhicules se trouvent dans la voie de gauche. C'est-à-dire donc en me voyant, ils ont dû se décaler pour faciliter mon insertion. Donc là du coup, je peux déjà m'engager tout de suite. Par contre, comme je suis à une allure quand même assez lente, 80 km/h sur voie rapide ou sur autoroute, c'est quand même une allure assez lente. Donc il va falloir accélérer pour pas gêner éventuellement d'autres véhicules qui peuvent arriver de très loin, mais beaucoup plus vite que moi. Donc j'accélère et je m'engage, puisque la voie qui est sur ma gauche, ici, donc, est disponible. Donc je peux m'engager en accélérant. Bonne réponse A. Alors, dans cette situation, donc qu'est-ce qui se passe devant nous? Donc on peut voir qu'on a du brouillard. Donc quand il y a du brouillard, bien sûr, on va allumer les feux avant et arrière de brouillard. Donc surtout, ce qui est le plus important, c'est les feux de brouillard arrière. Vous voyez, devant nous, on voit pas grand-chose. Par contre, on distingue deux feux. Donc ce sont des feux de brouillard, et comme ça j'aperçois le véhicule. Imaginez, ce véhicule n'aura pas allumé ses feux de brouillard, je ne pourrais pas le distinguer dans le brouillard. Donc c'est surtout les feux de brouillard arrière qui sont importants. Mais voilà, si mon véhicule est en équipé, il faut aussi allumer les feux avant de brouillard. Alors sinon, lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, c'est-à-dire si je ne vois pas à plus de 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h. Donc bonne réponse A, B et C. Donc ici, donc précisé dans la question, donc on a deux voies de circulation dans notre sens, c'est-à-dire cette voie-ci et du coup la voie centrale. Vous voyez, on a un gros espace. Donc en fait, on a trois voies de circulation au total. Une voie pour les autres et deux pour nous. Donc ce véhicule circule lentement. Est-ce que je vais utiliser du coup la voie centrale pour dépasser? Donc là, il neige, la voie centrale est complètement enneigée, donc ce serait forcément très risqué, très dangereux de vouloir effectuer un dépassement. Donc dans ces conditions, faut rester patient, on reste derrière tranquillement. Donc il faut mieux perdre 5-10 minutes forcément que d'effectuer un accident. Là on aura encore plus perdu. Donc même si on a un rendez-vous, voilà, une vie, un accident ne tient pas compte forcément des minutes perdues. Donc il faut rester patient. Et justement aussi, si par exemple on se lève le matin et qu'on aperçoit de la neige, il faut mieux partir plus tôt. Donc je dépasse, non. Bonne réponse, B. Donc ici nous arrivons à une intersection. Donc ici nous sommes prioritaires par rapport à ce véhicule, puisqu'on peut voir qu'il possède un marquage au sol, et éventuellement un panneau. Bon là on peut pas trop savoir comme il est de profil, mais bon, on peut distinguer un céder le passage, parce que c'est des pointillés. Enfin bref, donc ce véhicule n'est pas prioritaire. Par contre, donc, est-ce qu'on est sûr à 100% de son intention? Est-ce qu'il va nous laisser passer? On n'est jamais sûr. Donc par précaution, on va ralentir au cas où, et on va placer justement le pied au-dessus du frein, au cas où forcément qui s'engagerait tout d'un coup. Donc placer le pied au-dessus du frein ne veut pas dire freiner. C'est juste que je me prépare au cas où si jamais il s'engage. Comme ça, mon temps de réaction sera plus court que si mon pied reste en face de l'accélérateur. Donc je ralentis par précaution et je place mon pied au-dessus du frein pour réagir plus vite si jamais. Donc bonne réponse A et C. Donc là nous sommes dans une rue et qu'est-ce qui se passe? On a des véhicules qui sont en stationnement de notre côté. Donc dans ces cas-là, donc c'est celui qui rencontre l'obstacle qui n'est pas
prioritaire. Donc là, c'est nous qui avons l'obstacle de notre côté, donc on n'est pas prioritaire par rapport au véhicule qui arrive en face. Alors pas prioritaire, ça ne veut pas forcément dire ne pas s'engager. Je peux m'engager à condition de ne pas gêner ceux qui arrivent en face. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à cause de moi, ils soient obligés de ralentir. Donc là, est-ce que je m'engage du coup? Alors, pour savoir ça, il faut estimer la distance qui sépare forcément les véhicules en stationnement des véhicules qui arrivent en face. Donc là, est-ce qu'on peut placer un véhicule entre ces deux véhicules? Donc non. Voilà, là, il n'y a pas assez de distance. Donc non, je m'engage pas. Bonne réponse B. Est-ce que je signale à gauche maintenant? Donc par contre, même si je m'engage pas tout de suite, je signale quand même mon intention. Là, ça va servir surtout à ceux qui arrivent derrière nous, de leur prévenir que je ne suis pas arrêté le long du trottoir. Je souhaite m'engager dès que ce sera possible. Et leur signaler justement qu'il y a un obstacle devant moi. Donc voilà, donc je signale à gauche maintenant, mais par contre, j'attends bien de plus gêner aucun véhicule avant de m'engager. Donc bonne réponse, B et C. Alors, donc on aperçoit un enfant donc placé dos à la route, un enfant plutôt à bébé. Alors, est-ce que c'est autorisé sur le siège passager avant? Donc oui, c'est autorisé, pas de souci. Donc cette conductrice donc est autorisée à placer cet enfant dans cette position. Donc oui, bonne réponse A. Par contre, si on le place dans cette position, il est impératif de désactiver l'airbag passager avant. Pourquoi? Parce qu'en cas d'accident, l'airbag va se déclencher, et l'airbag quand il se gonfle, ça prend forcément beaucoup de place, et là malheureusement ça ferait plus de mal que de bien, parce que ça projetterait le siège et l'enfant de l'autre côté. Donc ce serait forcément très dangereux, surtout qu'un airbag ça se gonfle très rapidement, donc la pression serait très grande. Alors attention par contre à bien lire la question, parce que la question c'était il est obligatoire d'activer l'airbag. Donc non, il est obligatoire de le désactiver dans cette position. Donc attention à bien lire les mots, bien lire la question, bien la comprendre. Il est obligatoire d'activer l'airbag? Non. C'est plutôt le contraire. Donc bonne réponse, A et D. Alors pour limiter l'éblouissement à la sortie de ce tunnel, donc forcément on va passer d'une zone très sombre à une zone très claire. Donc le problème, nos yeux ont besoin d'un petit certain temps pour se réhabituer à la lumière. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux baisser le pare-soleil? Donc oui, le fait de baisser le pare-soleil, ça va diminuer donc la visibilité et l'éclairage du coup avant, le temps que mes yeux se réhabituent à la lumière. Alors mettre mes lunettes de soleil, alors surtout pas. Pourquoi? Parce que si je mets mes lunettes de soleil tout de suite, ça va rendre plus sombre ma vision. Et du coup, tant que je ne suis pas sorti du tunnel, le problème, je vais mal voir dans le tunnel. On peut mettre les lunettes de soleil, mais ce sera plus loin une fois que je serai bien sorti du tunnel. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Est-ce que je peux ralentir? Donc oui, le fait de ralentir, comme ça je vais avoir plus de temps pour m'habituer à cette luminosité. Donc bonne réponse, A et C. Alors lorsque le voyant de niveau minimum de carburant, généralement c'est un voyant orange avec la petite pompe à essence de dessiner. Alors après forcément ça dépend les véhicules, ça dépend forcément la façon qu'on conduit, mais généralement on a une autonomie de 50 km environ. Donc forcément ça peut être moins comme ça peut être plus suivant la conduite et le véhicule qu'on a. Donc justement, si par exemple on est sur autoroute, on aperçoit ce panneau, à 20 km on a une station essence, donc il faut mieux s'arrêter à 20 km
pour mettre de l'essence, parce que on n'a pas une station essence sur autoroute tous les 10 ou 20 km. Hein. Justement, généralement, elles sont séparées par 40-50 km. Donc là, si mon voyant vient de s'allumer, il faudra mieux s'arrêter à la prochaine aire de repos. Donc c'est environ 50 km. Bonne réponse B. Alors ce panneau, donc, est-ce qu'il annonce une agglomération? Non. Ce panneau, c'est un lieu-dit. Donc un lieu-dit n'est pas une agglomération. Donc non. Réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h, donc ça, c'est dans les agglomérations. On vient de le voir que ce n'est pas une agglomération, donc la vitesse n'est pas limitée à 50 km/h. Alors des fois, dans les lieux-dits, ça peut être limité à 50 km/h, mais on aurait obligatoirement un panneau pour nous le préciser, ce qui n'est pas le cas ici. Donc bonne réponse, B et D. Alors ce système d'appel d'urgence, donc c'est un bouton SOS, donc oui, ça permet d'appeler automatiquement les secours hein, en cas donc d'accident, etc. Donc oui, bonne réponse A. Donc oui, un véhicule bien sûr mal entretenu risque de faire de surconsommer, d'avoir donc une consommation plus importante. Donc oui, donc c'est pour ça qu'il faut bien entretenir son véhicule. Bonne réponse A. Alors dépistage de stupéfiants, donc bien sûr, peut être pratiqué n'importe quand, lors d'un simple contrôle routier. Donc là, sans bon vouloir de la police ou de la gendarmerie. Par contre, bien sûr, en cas d'accident corporel, hein, c'est-à-dire s'il y a des blessés, donc là, il devient obligatoire comme le contrôle d'alcoolémie. Donc bonne réponse A et C. Donc ici, nous allons circuler sur un certain type de route. On le sait grâce par rapport à ce panneau qui nous annonce qu'on va circuler sur une route à accès réglementé. Donc généralement les routes à accès réglementé, donc c'est des 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central. Mais voilà, pas confondre ça avec une autoroute. Sur les autoroutes, hein, c'est limité à 130, mais sur les routes à accès réglementé, 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central, ça va être 110 km/h, ce qui est le cas, on le voit plus loin, qu'il va y avoir un terre-plein central. Donc la vitesse va être limitée à 110 km/h. Réponse B. Alors si j'ai perdu ma carte grise, donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est que par rapport au permis de conduire et à la carte grise, tout passe par le site ANTS. Donc la gendarmerie ni la préfecture ne s'occupent plus de tout ça. Donc la gendarmerie c'est uniquement en cas de vol hein, qu'on va faire une déclaration de vol. Donc là ce sera la gendarmerie, mais juste une perte de papier, il faut aller sur le site ANTS. Donc bonne réponse C. Donc là on est sur une boîte de vitesse automatique et la position P c'est ce qu'on appelle la position parking. Donc c'est vraiment voilà, il n'y a aucune vitesse enclenchée. Donc oui, il faut mettre dans cette position pour pouvoir ensuite quitter son véhicule. Donc oui, mais forcément avant de vraiment quitter son véhicule, il va falloir quand même serrer le frein à main. Hein, là c'est juste la position de boîte de vitesse, mais c'est pas la boîte de vitesse qui va bloquer complètement le véhicule, surtout si on est en côte. Donc il faut quand même bien sûr serrer le frein à main. Donc bonne réponse A et C. Donc ici nous circulons sur une chaussée 2 fois 2 voies séparée par un terre-plein central. Donc c'est une voie rapide ou une autoroute éventuellement, hein, parce que bon c'est limité à 110 km/h, donc je roule à la vitesse maximale autorisée. Alors la question, est-ce que ma distance de sécurité est suffisante? Donc ça, pour le savoir, sur les voies rapides ou autoroutes, il faut laisser 2 grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Ici malheureusement on n'a que un trait, donc la distance de sécurité n'est pas suffisante. Donc non. Et du coup, pour augmenter cette distance de sécurité, bien sûr, je vais ralentir.
Alors ralentir, bien sûr, ce n'est pas freiner. Là, il ne faut pas freiner brutalement parce qu'on a des véhicules derrière nous. Mais je vais lever le pied, lever l'accélérateur pour gentiment augmenter tranquillement l'écart par rapport au véhicule pour avoir une bonne distance de sécurité. Donc bonne réponse B et C. Alors des fois, forcément, les cyclistes, on ne sait pas trop où ils vont, puisque notamment, ils n'ont pas de clignotant. Donc normalement, si jamais ils tournent à gauche ou à droite, ils doivent avec le bras le signaler, mais c'est pas toujours le cas. Donc des fois, on est incertain de leur trajectoire. Donc comment on peut le deviner? Donc déjà par rapport, oui, à la direction de son regard, puisque comme en voiture, en vélo, c'est le regard qui dirige la trajectoire. Donc si par exemple le cycliste regarde sur la gauche, il va forcément aller sur la gauche. Donc oui, j'observe la direction de son regard, et aussi la position, bien sûr, sur la chaussée va me dire. Par exemple, vous voyez là, ce cycliste est bien serré à droite, il y a très peu de chances pour qu'il tourne tout d'un coup à gauche. Et on voit bien que son regard est fixé loin devant. Donc là, il y a très peu de chances qu'il fasse un écart. Donc là, par exemple, si je veux le dépasser, éventuellement, il n'y aurait pas de souci. Si par contre il serait au milieu, là on peut se poser la question pourquoi il est au milieu. Voilà. Donc oui, il faut observer son regard et la position sur la chaussée. Réponse A et C. Alors une bonne position de conduite, donc bien sûr, permet d'accéder facilement aux commandes du véhicule, c'est-à-dire derrière le volant, le levier de vitesse et bien sûr les pédales. Donc oui, alors d'accéder facilement au bac de rangement, donc non. L'utilité justement qu'on conduit, c'est de pas se servir des objets qu'il y a autour de nous. Donc ça c'est plus soit les passagers ou le conducteur, mais à l'arrêt complet. Donc non pour la baie, et bien sûr d'avoir une bonne visibilité. C'est pour ça au niveau de la hauteur par exemple, il faut avoir le regard qui passe à peu près au milieu du pare-brise pour avoir une bonne visibilité, que ce soit devant et derrière, dans les rétros. Donc bonne réponse A et C. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des deux yeux, donc l'acuité visuelle ne doit pas être inférieure à 5 dixièmes. Du coup, si j'ai un œil qui est inférieur à 1 dixième, il faut qu'obligatoirement l'autre œil ait 5 dixièmes. Donc bonne réponse A